Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Pont Blanc. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 22 octobre 2020 et un seul gros titre ce soir dans l'actualité, la progression inquiétante de la Covid-19. La Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain font partie désormais des 38 nouveaux départements concernés par la mise en place d'un couvre-feu nocturne. Jean Castex, le Premier ministre, vient de l'annoncer ce jeudi dans une conférence de presse. La deuxième vague est là, la situation est grave en France. Les semaines qui viennent vont être dures et le nombre de morts va augmenter. Les mots choisis par Jean Castex ce jeudi après-midi sont volontairement alarmistes pour décrire la situation actuelle et la progression rapide et inquiétante de l'épidémie. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Dans l'ensemble de ces départements et territoires, le couvre-feu s'appliquera de 21h à 6h sur l'ensemble du territoire des départements concernés et normalement pour une durée de 6 semaines. Ces règles entreront en vigueur à compter de vendredi minuit. Elles seront les mêmes que pour les métropoles déjà placées en couvre-feu depuis samedi dernier. Cela signifie qu'à 21h, chacun devra être chez soi et que, sauf exception, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. L'extension de la mesure de couvre-feu à de nombreux autres départements, y compris certains dans lesquels le virus ne circule pas encore autant que dans les grandes métropoles, est une mesure préventive que j'assume. Le virus accélère, nous devons anticiper davantage encore la mise en place de nos mesures. Ces mesures sont lourdes, j'en ai conscience, mais je constate aussi qu'elles sont bien respectées. Vous venez de l'entendre, comme vous venez de l'entendre, dans 36 autres nouveaux départements, un couvre-feu de 21h à 6h du matin sera donc effectif en Savoie, en Haute-Savoie et dans l'Ain à partir de ce vendredi à minuit. Au total, cette mesure concernera 46 millions de Français pour une durée de 6 semaines. Fanette, on parle beaucoup de couvre-feu depuis le début de ce journal. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Alors ça signifie que les sorties et les déplacements sont donc interdits de 21h à 6h du matin, sous peine d'une amende de 135 € et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Des dérogations à ce couvre-feu ont été prévues. Jean Castex parlait là à l'instant d'exception. On va voir à l'image la fameuse attestation qu'on avait beaucoup vue pendant le confinement. Cette attestation est donc de retour. Ça marche pour les raisons de santé, comme se rendre à la pharmacie de garde, pour des raisons professionnelles, sortie du travail ou des établissements d'enseignement supérieur, pour aider un proche en situation de dépendance, pour les déplacements en avion ou en train où il faudra pouvoir présenter un billet, pour sortir son animal de compagnie mais dans un rayon de 1 km ou encore pour convocation judiciaire ou administrative. Il faudra donc remplir cette attestation ou papier ou via un smartphone. Elles sont valables 1 heure en dehors du motif professionnel et l'employeur devra donner un justificatif à ses employés. Et hormis cette règle de couvre-feu, j'ajoute que les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, sauf les manifestations revendicatives sur la voie publique, les rassemblements professionnels ou encore les transports. On l'a entendu cet après-midi, en tout cas dans la conférence de presse de Jean Castex et de ses ministres, la situation en Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement alarmante. Oui, d'ailleurs, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a cité plusieurs fois notre région pour indiquer la situation assez alarmante. Alors, si on prend à l'échelle de la France, le nombre de cas a triplé en 3 semaines, plus 40% en 1 semaine, a indiqué Jean Castex, avec un taux d'incidence de 251 pour 100 000 habitants. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pire. Le taux d'incidence au 18 octobre était de 413,8 pour 100 000 habitants. Toujours au 18 octobre, plus 170 personnes hospitalisées, plus 20 en réanimation, plus 38 décès. Plus de 50% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on va voir une carte, vous la voyez, ça ce sont les taux d'incidence par commune. Alors on n'a pas le détail, mais
Plus le bleu est foncé, plus le taux d'incidence est élevé. Pour le bleu foncé, on est à plus de 250. Et donc, vous l'avez vu, tout le bassin chambérien, Annecy, etc. sont à plus de 250. Je redonne juste les deux taux d'incidence. En Haute-Savoie, on est à 265,6 au 18 octobre. En Savoie, à 363,4. Et pour ces deux départements, le taux de positivité est à 26%. Donc effectivement, le virus est bel et bien présent dans nos deux départements savoyards. Merci beaucoup, Fanette. Et pour continuer à parler de ce couvre-feu et de ces annonces du Premier ministre, je suis en liaison vidéo en liaison téléphonique avec Paul Duverger. Bonsoir, vous m'entendez ? Tout à fait, bonsoir. Alors, vous êtes le président du groupement national des indépendants hôtellerie et restauration de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Question toute simple, que ressentez-vous ce soir après ces annonces et notamment la mise en place du couvre-feu à partir de ce vendredi minuit ? Très clairement, beaucoup d'émotions parce que pour tous nos professionnels, c'est un coup de massue qui arrive. Alors c'est vrai qu'on avait commencé à voir venir les choses avec le couvre-feu sur Lyon, sur Saint-Étienne, etc. Très clairement, on ne pensait pas que ça aille si vite, même si on avait quelques informations, notamment de la préfecture. Maintenant, il va falloir tout simplement faire avec et on n'a pas d'autre choix que ça. Justement, comment vous voyez la suite ? Comment on voit la suite ? De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de s'organiser dans la mesure où pour beaucoup de nos entreprises, donc le service du soir va se terminer, puisqu'il faut que les gens puissent être partis à 21h. Là, je viens de m'entretenir notamment avec le préfet de la Savoie pour que le personnel puisse avoir des laissez-passer, puisque si les gens partent vers 9h15, 21h30, pour que notre personnel puisse avoir le temps de rentrer chez eux. Donc là, c'est une procédure qu'on va mettre en place très rapidement, dans la mesure où le couvre-feu va démarrer donc à partir de samedi soir, 21h. Est-ce que vous comprenez cette mesure de couvre-feu ? Alors, très clairement, si vous voulez, je ne suis pas le spécialiste. Il y en a d'autres qui, je suppose que si ça a été fait en connaissance de cause. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? On est obligé de subir. Alors, bien sûr, je peux vous dire, on a travaillé pour qu'on puisse avoir un couvre-feu qu'à partir de 22h, dans la mesure où ça aurait permis, bien évidemment, de pouvoir travailler sur le service du soir. Là, on constate que on va véritablement dans du durcissement. J'ai entendu que donc on part un minimum pour 6 semaines. Donc très clairement, on a beaucoup de soucis, vraiment, parce que là, les clignotants s'allument énormément. Et alors c'est vrai qu'on a le problème des restaurants, les bars. Bien évidemment, là, on va être dans une situation parce que là, notamment les bars de nuit, ils vont de toute façon pas ouvrir, quasiment. Enfin, c'est impossible. Et je pense aussi toujours à nos amis je m'excuse, mais en même temps, à nos amis de la... Allô. Oui. Vous m'entendez ? Oui, je pense notamment à nos amis des discothèques, des traiteurs, où là, il faut véritablement mettre en place un plan de survie, quoi, je veux dire très clairement. 6 semaines, ça veut dire qu'on sera en plein dans la saison hivernale ? On arrive tout à fait dans la saison hivernale, avec là maintenant on a le souci de préparer cette saison, déjà on en discutait, et notamment il est absolument urgent que notamment les organisations, la mise en place des temps partiels, parce que vous savez, tous les hôtels sont en train de recruter pour les saisons. Il faut qu'ils puissent avoir des assurances vis-à-vis de la prolongation de la possibilité de leur temps partiel pour le personnel au-delà du 31 décembre, parce que pour l'instant, c'est garanti jusqu'au 31 décembre. Alors on travaille, je pense qu'on devrait pouvoir l'obtenir, mais c'est aussi tous ces aspects-là que l'on doit régler avant la saison. Merci beaucoup, Paul Duverger, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. On continue. Je vous en prie, et on aura peut-être l'occasion de développer, parce que bien évidemment, d'ici demain, on aura un peu plus de détails et regarder exactement dans le concret qu'est-ce qui va se passer, parce que le protocole va évoluer en fonction du fait que nous sommes sous couvre-feu, bien évidemment. C'est noté, merci beaucoup. Et pour continuer, on continue à parler de ces mesures de couvre-feu qui ont été annoncées donc par le Premier ministre. Je suis en ligne avec Alexandre Bourbonnet. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui. Vous êtes le secrétaire général de l'Espace Malraux. Même question que pour mon précédent invité. Comment est-ce que vous réagissez à ces annonces de Jean Castex ?
Eh ben, on réagit dès le début, essayant de s'adapter. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude depuis le mois de mars maintenant de s'adapter, de toujours continuer à proposer du spectacle et des événements dans le cadre d'un protocole sanitaire strict. Donc, dès qu'on a su, on l'a su en début d'après-midi, en fait, via le cabinet de Thierry Repentin, qu'on passerait en couvre-feu. Donc, on a commencé déjà à regarder avec les compagnies qu'on accueille les possibilités de modification d'horaire pour pouvoir continuer d'accueillir du public à Malraux, à Chambéry. Justement, c'est tout frais. Vous avez déjà une idée de comment vous allez vous organiser pour les 6 prochaines semaines? Oui, on a déjà commencé. Un des premiers événements qui arrivait chez nous, c'était Édouard Baird qui venait en spectacle le 30 et le 31. Donc, on a déjà décidé de décaler les horaires pour pouvoir accueillir le public à partir de 19h le 30 et de 18h le samedi 31. Et on liste tous les événements, même jusqu'à Noël, pour pouvoir maintenir le plus possible des événements et continuer malgré tout d'aller au spectacle, de voir des artistes et de continuer à sortir, d'aller au cinéma aussi, puisqu'on a un cinéma à Malraux. Et donc, on adapte tous les horaires en ce moment, là, ce soir et demain matin. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, vient d'annoncer une aide de 85 millions d'euros pour le spectacle vivant. C'est ce genre d'action que vous attendez de la part du gouvernement? Ça peut aider, il faudra faire. Là, on n'en est pas encore là, on est en train de voir effectivement qu'on a de toute façon une perte de recettes de billetterie, hein. Malgré tout, il y a moins de public qui vient, on le constate tous, hein, toutes les salles de spectacle. On va pouvoir regarder où est-ce qu'on en est et ensuite, effectivement, peut-être avoir besoin d'aide. En tout cas, les syndicats du spectacle vivant, les compagnies, tout le monde discute là-dessus pour pouvoir maintenir. En fait, il y a vraiment des compagnies et des lieux comme les nôtres qui sont soutenus par le public, en fait, où un quart des recettes viennent des billets vendus, ou si ça continue, on va vers quelque chose d'assez catastrophique. Donc, on est très attentif aux annonces du ministère de la Culture. Oui. Merci beaucoup, Alexandre Bourbonnais. Je vous en prie. Bon courage pour la suite. On vient de voir, la culture est une des premières activités mises à mal par cette crise sanitaire. Malgré les contraintes, certains lieux arrivent tout de même à maintenir des rendez-vous. C'est le cas à la Grange au Lac, sur les hauteurs d'Évian, qui propose ce week-end la 3e édition de son festival Voix d'automne. Victoria Lopez assistait ce jeudi matin à la répétition des concerts. Reportage. Les répétitions vont bon train. Loin du tumulte, le temps s'arrête dans la Grange au Lac. Malgré la crise, ce lieu de représentation sur les hauteurs d'Évian a pu conserver une partie de sa programmation et notamment son festival Voix d'automne, premier temps fort de sa saison. Organisé en partenariat avec l'Académie de l'Opéra national de Paris, il met à l'honneur l'art lyrique. Pour le maintenir, il a tout de même fallu s'adapter. On va respecter une distance entre cellules de confinement, c'est-à-dire que si vous êtes en groupe de confinement, du coup vous avez la possibilité d'être les uns à côté des autres. En revanche, on va respecter une distance de sécurité de sièges en fonction de comment s'articule le placement en salle. Et voilà, grosso modo, c'est pas 1 sur 2, mais en tout cas, c'est une jauge réduite de moitié. Réduire les jauges, une solution pour continuer à faire vivre l'endroit, mais une contrainte non négligeable pour la pérennité des lieux. Ça limite la capacité à accueillir certains artistes, ça nous impose de supprimer des concerts, du coup de dédommager, d'indemniser certains artistes, en faire venir d'autres. Enfin, toute l'économie globalement est bouleversée. On essaye de ne pas laisser l'inquiétude nous submerger et de rester relativement pragmatique, d'essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire d'affronter chacune des contraintes, essayer de trouver des solutions, de rester concentré sur de rester concentré sur l'objectif, c'est-à-dire produire des concerts en respectant les contraintes sanitaires, en respectant la sécurité du public, la sécurité des collaborateurs, la sécurité des artistes. Les artistes du festival Voix d'automne feront aussi vivre un autre lieu culturel plutôt confidentiel à Évian, le théâtre du Casino. Toutes les mesures sont prises, il y a donc 1 siège sur 2 et le masque est obligatoire pour le public. Les sens de circulation sont respectés et du gel hydroalcoolique sont à disposition pour le public. Rendez-vous donc à Évian ce week-end pour une série de concerts qui auront lieu en grande partie en journée.
Dans le reste de l'actualité, les hommages se sont multipliés ce mercredi dans toute la France pour honorer la mémoire de Samuel Paty. Des centaines de personnes se sont notamment rassemblées mercredi soir à Annemasse. La foule a observé 1 minute de silence à la mémoire de ce professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine la semaine dernière. Avant de devenir le maire de la ville, Christian Dupessé était proviseur de lycée et professeur d'histoire-géographie comme Samuel Paty. Il s'est dit particulièrement ému et a rappelé à l'unité de la nation. On l'écoute au micro de Victoria Lopez et Aude Frappin. Viendra le temps de l'organisation, le temps des règles, le temps législatif. Mais je crois qu'à travers une épreuve comme celle-ci, c'est aussi le temps de l'unité de la nation, de l'unité du peuple français dans sa diversité. Et seuls ceux qui prônent le terrorisme doivent être mis de côté, exclus. Ce peuple de France, il a besoin d'être rassemblé. Et je pense qu'une des tâches importantes qui va nous être confiée aux uns et aux autres, nous les élus, mais aussi et beaucoup aux enseignants, c'est de recoudre les morceaux, comme on dit, de rassembler sur des valeurs fortes, sur les valeurs de notre République, et de montrer que rien ne doit empêcher la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le premier fondement de la démocratie. Et donc, ça s'apprend, la démocratie. Et la démocratie, elle doit être aujourd'hui au cœur de l'enseignement. Donc beaucoup de choses nous attendent les uns et les autres. On passe à notre invité ce soir. Nous allons parler d'un métier quelque peu méconnu, les lieutenants de louveterie. Je suis avec monsieur Jean-Marc Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des lieutenants de louveterie de Haute-Savoie depuis le début de cette année. Expliquez-nous concrètement en quoi consiste cette fonction. Alors nous sommes d'abord les conseillers techniques de l'administration par rapport à la gestion animale, la gestion des animaux sauvages, et aussi à l'équilibre des intérêts de chacun au niveau agro-sylvo-cynégétique. Nous sommes aussi un moyen d'action rapide pour les préfets, pour les maires, pour les citoyens et pour le monde agricole. Quelles sont vos principales missions ? Les principales missions sont la coordination de cellules de crise, notamment avec les chasseurs, la médiation en zone agricole, notamment quand il y a des dégâts de sangliers dans les maïs, quand il y a des dégâts de pigeons dans des laiteries, justement, par rapport à la salmonella. Donc nous sommes là et nous intervenons à chaque fois qu'il y a un problème lié à la faune sauvage, mais aussi aux animaux domestiques qui peuvent être parfois, comme ça arrive avec les humains, dangereux. Au final, vous avez un champ d'action relativement large. Très large, oui. Tout à fait. On parle de louvetier, mais justement, vous ne vous limitez pas uniquement au loup ? Non. non, le loup, initialement, effectivement, c'était l'initiale de notre fonction, puisque c'était créé en 813 par Charlemagne. Mais ça s'est diversifié, évidemment. Comme vous le savez, le monde agricole a bougé. On n'est pas en campagne aujourd'hui comme on l'était jadis. Donc maintenant, on fait front par rapport à des dégâts, notamment, comme je vous le disais, ça peut être des corneilles, ça peut être des sangliers, ça peut être d'autres animaux qui font des déprédations sur les cultures et où il y a un intérêt privé, je dirais, à préserver. Comment devient-on lieutenant de louveterie ? Alors nous sommes nommés par les préfets. C'est-à-dire qu'il faut quand même une solide expérience, c'est sur dossier, il y a un examen, puis après il y a une commission qui juge pour que le préfet puisse prendre sa décision et qui donne son avis. Quelles sont les qualités d'un bon louvetier ? Alors je dirais, il faut être un bon médiateur, en bonne santé, c'est bien clair. Il faut être plutôt habile au tir pour être efficace, parce que c'est ce qu'on nous demande justement, c'est ce que les services nous demandent. Et puis avoir aussi de l'autorité, puisque quelquefois, quand on est en battue administrative, quand on gère du monde de la chasse, et quelquefois dans les conflits, il faut quand même faire preuve d'une certaine autorité. J'imagine que le rapport à l'animal est aussi très important ? Oui, tout à fait. C'est très important, puisque quand nous sommes obligés de pratiquer l'euthanasie pour neutraliser certains animaux, ce n'est pas forcément quelque chose qui est joyeux, c'est quelque chose qu'on fait avec précision et toujours dans le respect de l'animal. On a beaucoup parlé, on continue d'ailleurs de parler de la cohabitation difficile entre les loups et le pastoralisme. Vous, en tant que louvetier, quel est votre sentiment justement par rapport à cette situation ? Alors effectivement, moi j'ai un devoir de réserve par rapport à cela, puisque je suis au service du préfet. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les moutons sont attaqués, certes, et puis que les moutonniers sont dans des conditions difficiles. C'est vrai que les bergers vivent ça très très mal. Quand vous voyez un ou deux animaux qui sont égorgés,
ça fait toujours quelque chose et quelquefois ils sont désemparés. Et on est là aussi pour les soutenir, hein, sur la demande de la DDT, hein, la Direction des territoires, pour les épauler. Par contre, il est vrai qu'on ne peut pas être partout, hein, mais à chaque fois qu'on nous demande d'être là, on est présent. Les lieutenants de louveterie sont bénévoles, le matériel, les déplacements sont à votre charge. C'est une fonction de passion? C'est une passion pour les animaux, c'est une passion aussi de servir, puisque c'est ce que j'aime dire, une force bénévole au service de tous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paume pour la météo. Et ensuite, place au 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine au festival Le Grand Bivouac à Albertville. C'est présenté par Victoria Lopez. On se retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine. Passez une très belle soirée.